Bienvenue à tous pour notre toute première plongée en profondeur. On se lance pour un sujet captivant, l'assassinat de John F. Kennedy, et pour la première fois, on le fait entièrement en français. Ah, c'est une première. Exactement. Alors, pour ce premier épisode, on va explorer des documents que vous nous avez envoyés, et on dirait que vous êtes particulièrement intéressé par certains aspects un peu méconnus de l'affaire. Oui, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Voilà. J'ai avec moi un expert qui est un pro pour décrypter les informations et tisser des liens entre les différents éléments. On va essayer de faire de notre mieux. Ensemble, on va plonger dans ces documents et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière les versions officielles, si vous voulez. Oui, déconstruire un peu le récit. Voilà, c'est ça. Alors, on a des extraits, notamment du Dealey Plaza Echo, vous connaissez peut-être. C'est une revue de recherche publiée par un groupe britannique qui se consacre à l'étude de l'assassinat de JFK. Oui, je connais bien cette revue. Ils font un travail remarquable. Et croyez-moi, ils ne mâchent pas leurs mots. On va parler d'un certain Igor Vaganov, un personnage assez mystérieux. On va parler d'un sac en papier qui sème le doute. Et aussi de témoignages contradictoires sur les blessures à la tête de JFK. Autant de points qui pourraient remettre en question le récit officiel. Absolument, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est fascinant avec l'assassinat de JFK, c'est que même les détails les plus insignifiants en apparence peuvent avoir des implications énormes. Prenons l'exemple de ce sac en papier. S'il n'a jamais existé, comme certains le suggèrent, comment Oswald aurait-il pu introduire son fusil dans le Texas School Book Depository sans attirer l'attention? C'est une question cruciale qui sape la crédibilité de la version officielle. C'est vrai, on a l'impression que chaque détail, chaque élément est remis en question dans cette affaire. C'est assez incroyable. Commençons justement par ce fameux Igor Vaganov, cet immigrant russe qui s'installe à Dallas peu avant l'assassinat avec un fusil de précision et un revolver. Le jour J affilié, il agit bizarrement, presque comme s'il cherchait à se faire remarquer. Oui, c'est un personnage très trouble. Ce qui est troublant avec Vaganov, ce sont les parallèles qu'on peut établir avec Oswald. Tous deux étaient des marginaux fascinés par les armes et ils se trouvaient tous les deux à Dallas au moment de l'assassinat. Certains chercheurs vont jusqu'à se demander si Vaganov n'était pas une sorte de faux coupable de secours prêt à endosser le rôle d'assassin si Oswald n'avait pas été arrêté. Une sorte de plan bis, si vous voulez. C'est une idée qui fait froid dans le dos quand même, et son comportement avant le 22 novembre est tout aussi étrange. Il parcourt le sud à toute vitesse, se marie à la hâte avec une certaine Anne Bulan, puis disparaît le jour même de l'assassinat. On dirait un personnage de roman d'espionnage. Exactement. Et n'oublions pas les objets trouvés en sa poche, une carte à jouer déchirer un message codé. Difficile de ne pas y voir des éléments suspects. Pourquoi un homme apparemment ordinaire transporterait-il de tels objets? Quel était son butin? Avait-il des liens avec le FBI, comme certains le pensent? Le mystère reste entier. C'est ce qui rend cette histoire si captivante. On a l'impression d'être face à un puzzle dont il manque des pièces, et chaque nouvelle information soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Par exemple, The Dealey Plaza Echo mentionne le témoignage de plusieurs personnes qui affirment avoir vu Vaganov rôder autour du Texas School Book Depository le matin du 22 novembre. Est-ce une simple coïncidence? Ou y a-t-il plus à creuser? C'est impossible de dire avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que la présence de Vaganov à Dallas à ce moment précis est troublante, et le fait qu'il ait disparu sans laisser de traces après l'assassinat ne fait qu'ajouter au mystère. On est face à une énigme qui pourrait potentiellement bouleverser tout ce qu'on pensait savoir sur l'assassinat de JFK si Vaganov était impliqué. Ça veut dire que Oswald n'était peut-être pas le seul tireur et que la version officielle serait complètement erronée. C'est vertigineux comme scénario. Effectivement, et The Dealey Plaza Echo fait un excellent travail en mettant en lumière ces zones d'ombre. Il nous pousse à nous interroger, à ne pas accepter passivement la version officielle, mais à chercher la vérité aussi difficile, soit-elle à atteindre. Et en parlant de vérité difficile à atteindre, parlons maintenant d'un autre élément central du récit officiel. Le sac en papier, selon la commission Warren Oswald, aurait utilisé ce sac pour transporter son fusil jusqu'au Texas School Book Depository. Mais il n'existe aucune photo de ce sac sur la scène de crime, et les témoignages des policiers qui l'auraient trouvé sont pour le moins contradictoires. Oui, c'est là que le bas blesse. Sans ce sac, comment expliquer qu'Oswald ait pu introduire un fusil dans le bâtiment sans se faire remarquer? C'est un point essentiel que la commission Warren a, semble-t-il, négligé. On a décortiqué les témoignages de plusieurs policiers, le lieutenant Day, le shérif adjoint Mooney, les détectives Hicks Sims Johnson Montgomery et Studebaker, et chacun a sa propre version de l'histoire. Certains disent avoir vu le sac d'autres, non certains affirment l'avoir trouvé dans le bâtiment d'autres à l'extérieur. C'est un vrai casse-tête. Ce qui est troublant, c'est que ces incohérences ne sont pas anecdotiques. Elles concernent un élément central de l'enquête, un élément qui a servi à accuser Oswald
si les témoignages sur le sac en papier sont aussi flous. Ça jette le doute sur la fiabilité de l'ensemble de l'enquête. D'autant plus que The Dealey Plaza Echo met en avant des analyses techniques qui remettent en question la possibilité même qu'Oswald ait pu fabriquer un tel sac avec les matériaux disponibles. À l'époque, on se retrouve face à des incohérences qui s'accumulent et qui pointent vers une possible manipulation de l'enquête. C'est une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux si le sac en papier a été fabriqué de toutes pièces pour accuser Oswald. Ça signifie que l'enquête a été biaisée dès le départ. Et si l'enquête a été biaisée, ça ouvre la porte à toutes sortes de théories du complot. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du problème avec l'assassinat de JFK. Plus on creuse, plus on se rend compte que rien n'est sûr, que chaque élément est sujet à interprétation, que la vérité est peut-être à jamais inaccessible. C'est ce qui rend cette affaire aussi fascinante mais aussi frustrante. On est face à un puzzle dont certaines pièces sont manquantes et il est possible qu'on ne puisse jamais le reconstituer complètement. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner la recherche. Au contraire, chaque nouvelle information, chaque nouvelle analyse, chaque nouveau témoignage nous rapproche un peu plus de la vérité, même si celle-ci reste difficile à saisir pleinement. Absolument. Et The Dealey Plaza Echo nous rappelle cette leçon avec brio. Il nous encourage à ne pas nous contenter des versions officielles, mais à continuer à enquêter, à creuser, à chercher la vérité aussi difficile soit-elle à atteindre. Et justement, parlons des blessures à la tête de JFK. Le récit officiel est clair, une balle a touché JFK à l'arrière de la tête. Et c'est cette blessure qui lui a été fatale. Mais là encore, certains témoignages et analyses médicales viennent semer le doute. Ah oui, les fameuses blessures à la tête. Ce qui m'a interpellé dans les documents que vous m'avez envoyés, c'est qu'on parle de blessures du côté gauche de la tête de JFK, alors que le rapport d'autopsie officiel ne mentionne que des blessures du côté droit. C'est une contradiction assez importante, non? Tout à fait. Et The Dealey Plaza Echo s'est penché sur cette question. Avec beaucoup de rigueur, ils ont analysé les témoignages de plusieurs médecins de l'hôpital Parkland qui décrivent une blessure au niveau de la tempe gauche et un morceau de crâne manquant du côté gauche. C'est troublant. Si ces médecins ont bien vu ce qu'ils décrivent, ça signifierait qu'il est au moins 2 tirs à la tête et que le rapport d'autopsie officiel serait incomplet, voire falsifié. Il faut être prudent avec ce genre d'affirmation. L'autopsie est un processus complexe et il est possible que les médecins de Parkland aient mal interprété ce qu'ils ont vu dans le feu de l'action. C'est possible, bien sûr, mais il y a aussi le témoignage du père Hubert, qui a administré les derniers sacrements à JFK. Il affirme avoir vu une blessure au-dessus de l'œil gauche du président et Malcolm Kilduff, l'attaché de presse de JFK, a dit dans une interview que la balle était entrée du côté droit et était ressortie du côté gauche. Ce sont des témoignages importants qui méritent d'être pris en considération des Dealey Plaza Echo, mais également en avant des analyses balistiques qui suggèrent que la trajectoire de la balle fatale, la fameuse Magic Bullet, ne correspond pas aux blessures décrites par les témoins. On a l'impression qu'il y a une véritable bataille d'experts autour de ces blessures à la tête. Comment peut-on avoir autant de versions différentes d'un même événement? Est-ce que certains témoins mentent? Est-ce que des preuves ont été manipulées? Il est difficile de répondre à ces questions avec certitude. Il est possible que certains témoins aient été influencés par le contexte, par l'émotion, par les rumeurs qui circulaient déjà à l'époque. Et si on prend en compte la configuration d'Odile Plaza, un tir provenant de l'autre côté de la Butterbeuse n'est pas à exclure, ce qui expliquerait les témoignages évoquant des blessures du côté gauche de la tête de JFK, d'ailleurs de Dealey Plaza Echo, consacre un article entier à cette théorie, examinant les arguments pour et contre. Effectivement, la théorie du tireur sur la Butterbeuse est l'une des plus populaires parmi ceux qui remettent en question la version officielle. Et il est vrai que certains éléments comme les témoignages que vous venez de mentionner pourraient aller dans ce sens. Ce qui est fascinant avec l'affaire JFK, c'est qu'on a l'impression de se retrouver face à un gigantesque vol dont il manque des pièces. On essaie de reconstituer l'image, mais il y a des trous, des incohérences, des zones d'ombre qui nous empêchent de voir clair. Et c'est justement ce qui la rend si captivante. C'est une enquête sans fin. Une quête de vérité qui ne cesse de nous interpeller, de nous questionner, de nous remettre en question. Et c'est pourquoi des publications comme des Dealey Plaza Echo sont si importantes. Ils nous offrent des pistes de réflexion, des analyses approfondies, des témoignages inédits qui nous permettent de nous forger notre propre opinion sur cette affaire. Absolument, il nous rappelle qu'il est important de ne pas se contenter des versions officielles, mais de continuer à chercher la vérité, même si celle-ci est parfois difficile à trouver. Parlons maintenant d'un autre élément qui m'a interpellé dans les documents que vous m'avez envoyés, les photos de Lee Harvey Oswald, dans son arrière-cour. Ces photos sont censées le montrer posant avec son fusil, et ces journaux révolutionnaires ont servi à le diaboliser et à le faire passer pour un dangereux communiste. Ah oui, les fameuses backer photos. Elles sont devenues des icônes de l'affaire JFK, des symboles de la culpabilité d'Oswald. Mais saviez-vous que leur authenticité est remise en question depuis des années?
Vraiment? Je ne savais pas. Qu'est-ce qui permet de douter de leur authenticité? The Dealey Plaza Echo a publié une interview fascinante avec un expert en photographie qui a analysé ces photos en détail. Il a relevé un certain nombre d'anomalies qui laissent planer le doute. Par exemple, il y a des incohérences dans les ombres, des problèmes de perspective, des détails anatomiques qui ne collent pas. Il a même repéré une ligne suspecte qui traverse le menton d'Oswald sur plusieurs photos. Une ligna. Mais ça pourrait être un simple défaut de la pellicule, non? C'est possible, mais l'expert en photographie estime que cette ligne est trop nette, trop droite, pour être un défaut naturel. Il penche plutôt pour une retouche, une manipulation de l'image. Si ces photos sont effectivement des faux qui les a fabriquées, et dans quel but? Est-ce que c'était pour renforcer l'image d'Oswald en tant que coupable idéal? C'est la grande question. Certains pensent que ces photos ont été créées de toutes pièces pour incriminer Oswald et le faire passer pour un dangereux révolutionnaire. D'autres estiment qu'il s'agit de photos authentiques qui ont été retouchées pour les rendre plus convaincantes. Dans un cas comme dans d'autres, cela soulève de sérieuses questions sur la fiabilité de l'enquête. Si on peut même pas faire confiance aux photos qui nous sont présentées comme des preuves, comment peut-on être sûr de quoi que ce soit dans cette affaire? C'est une question légitime. L'affaire JFK est pleine de zones d'ombre, de mystères, de contradictions, et c'est ce qui la rend si passionnante, mais aussi si frustrante. On a l'impression de toucher du doigt la vérité, mais elle nous échappe sans cesse. Et ce sentiment d'incertitude, il est renforcé par la multitude de témoignages contradictoires qu'on retrouve dans cette affaire. Prenez l'exemple du film de Patsy Paschal, une témoin qui a filmé le cortège présidentiel depuis le 3e étage de l'ancien palais de justice de Dallas. Ah oui, ce fameux film amateur qui a fait couler beaucoup d'encre. Les Dealey Plaza Echo y consacrent d'ailleurs un article très détaillé. Exactement. Le film de Patsy Paschal est fascinant parce qu'il offre un point de vue unique sur l'assassinat, mais c'est aussi un film qui soulève beaucoup de questions. Par exemple, on y voit un mouvement suspect derrière la clôture de la butte herbeuse au moment où la limousine présidentielle passe. Oui, certains y voient la preuve qu'il y avait bien un tireur sur la butte herbeuse. D'autres affirment qu'il ne s'agit que d'un jeu d'ombre, une illusion d'optique. C'est là que l'expertise entre en jeu de Dealey Plaza Echo a fait analyser le film par plusieurs spécialistes, et les conclusions sont mitigées. Certains experts estiment que le mouvement suspect est bien réel, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une simple distorsion de l'image. Encore une fois, on se retrouve face à des interprétations contradictoires. C'est frustrant. C'est la difficulté avec les preuves visuelles, elles sont souvent sujettes à interprétation, et il est difficile d'en tirer des conclusions définitives, mais ce qui est certain, c'est que le film de Patsy Paschal est un élément important du dossier JFK, un élément qui mérite d'être étudié avec attention. Et il y a tellement d'autres éléments troublants dans cette affaire. Le voyage d'Oswald en Union soviétique, ses liens avec la CIA, les témoignages de ceux qui l'ont connu. On a l'impression que chaque détail de sa vie est un mystère en soi. Absolument. Oswald est un personnage complexe énigmatique. On ne sait jamais vraiment s'il était un simple pion manipulé par d'autres ou s'il était le véritable cerveau de l'assassinat. D'ailleurs, The Dealey Plaza Echo explore plusieurs théories sur le rôle d'Oswald. Certains pensent qu'il était un agent double travaillant à la fois pour les Soviétiques et pour les Américains. D'autres estiment qu'il a été piégé et qu'on lui a fait porter le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis. Il y a des arguments pour et contre chaque théorie. Ce qui est important, c'est de garder l'esprit ouvert, de ne pas se laisser enfermer dans une seule version des faits. C'est vrai, et c'est ce que j'apprécie dans The Dealey Plaza Echo. Ils ne prennent pas parti, ils ne cherchent pas à nous imposer une vérité absolue. Ils nous présentent les faits, les analyses, les témoignages, et nous laissent nous faire notre propre opinion. C'est une approche honnête et respectueuse du lecteur, et c'est aussi une approche qui nous permet de nous interroger, de réfléchir, de creuser plus loin. Finalement, l'assassinat de JFK est bien plus qu'un simple fait divers. C'est un événement qui a marqué l'histoire, qui a traumatisé l'Amérique, qui continue de nous hanter aujourd'hui. C'est un événement qui nous interroge sur la nature du pouvoir, sur les secrets d'État, sur la manipulation de l'information. C'est un événement qui nous rappelle que la vérité est souvent difficile à atteindre, mais qu'il est important de ne jamais cesser de la chercher. Et c'est sur cette note qu'on va conclure cette première plongée en profondeur. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'affaire JFK. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que l'enquête continue. Continuez à explorer, à vous questionner, à chercher la vérité, et qui sait peut-être qu'un jour on pourra enfin lever le voile sur ce mystère qui hante l'Amérique depuis plus d'un demi-siècle. En attendant, restons vigilants, restons critiques, et surtout n'oublions jamais l'importance de la vérité et de la justice. À bientôt pour une nouvelle plongée profonde.